À 6h45, Europe 1 vous répond Thomas Soto. À partir d'aujourd'hui, le champion du monde de jeux de Go va affronter son plus redoutable adversaire, une machine, le logiciel Google AlphaGo. Un match entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle qui va se jouer en 5 manches en Corée du Sud. Bonjour Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour. Vous êtes professeur d'informatique à l'université Pierre et Marie Curie et auteur de l'intelligence artificielle publiée aux éditions Le Cavalier Bleu. La base pour commencer, c'est quoi très simplement le jeu de Go ? C'est un jeu très ancien qui a été inventé en Chine, dont les règles ont été formalisées au Japon. Ça se joue sur un damier, on appelle ça un tablier, et il y a des dimensions qui peuvent varier. Ça peut être une dimension modeste à 9 cases, ça peut être à 13, en général c'est à 19, les jeux sérieux. Et on met des pions qui sont des petits jetons, qui sont soit blancs, soit noirs. Chaque joueur a une couleur, et il faut dessiner des territoires, enfermer l'autre. Quand on a enfermé l'autre, à ce moment-là, on est vainqueur. C'est un jeu de stratégie, parce qu'en général, on ne prend pas les pièces de l'autre, on attend le plus longtemps possible. Ça prend extrêmement longtemps, et surtout, ça demande énormément de réflexion et d'intelligence. C'est ça le mot-clé, de la réflexion, de l'intelligence. Alors, il y a un précédent, puisqu'en octobre dernier, AlphaGo, la machine, avait écrasé le champion d'Europe. Mais comment il fonctionne, ce logiciel ? Il réfléchit comme nous ? Il fait preuve d'intelligence ? Alors, ce qu'on appelle l'intelligence d'une machine, bien sûr, c'est une question ouverte. En tout cas, il est capable de faire des choses qu'un être intelligent serait capable de faire. Alors, comment techniquement il fait ? Il va essayer d'explorer des possibles. Mais le problème, c'est qu'au jeu de Go, le nombre de possibilités est très très grand. On dit qu'il y en a 10 à la puissance 170, c'est-à-dire 1 avec 170 zéros. Ce sont des nombres tout à fait époustouflants. Mais nous, si on fait une partie de jeu de Go, Jean-Gabriel Ganassia, le stress, l'émotion vont peut-être nous faire perdre, nous faire gagner selon la façon dont on le gère. Le stress, l'émotion, il y est sensible, l'ordinateur, ou pas ? A priori, non, il ne devrait pas y être sensible, il doit jouer impeccablement. Imaginez qu'il y a quelques années, on a essayé de faire jouer un jeu différent, le jeu d'échecs, et pour essayer d'émouvoir la machine, on a fait ouvrir le premier coup par la plus belle femme de New York, Cathy Horn. C'est très décevant parce que l'ordinateur est resté froid, il a continué à jouer, il a gagné comme d'habitude. Mais normalement on devrait toujours gagner, parce que comme l'écrit RC 90-800 sur un tweet, il faudra toujours un humain pour construire ces machines. On va rester les maîtres de ces machines ou pas ? Bien évidemment, parce que même si peut-être que cette fois-ci, ou la fois d'après, la machine gagnera les hommes, il faut les configurer. Elles utilisent des techniques d'apprentissage, c'est-à-dire qu'elles sont capables, à partir de leur expérience, de construire des connaissances nouvelles, de s'améliorer, mais bien sûr, ça ne se fait pas de façon automatique. Et pourquoi Google mise autant sur AlphaGo ? Parce que Google utilise des techniques particulières d'apprentissage machine pour traiter les grandes masses de données, ce qu'on appelle couramment en anglais, on disait un anglicisme, les big data. Ils utilisent des techniques, entre autres, de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning. Et on a, pour concevoir ce jeu de Go, utilisé ces mêmes techniques qui se révèlent extrêmement efficaces. Et donc un banc d'essai pour ces techniques. Et c'est ce que fait une petite société qui s'appelle DeepMind, qui a des liens très forts avec Google. Le docteur Kirzek vient de rentrer, il vous écoute avec des yeux ébahis. Je crois que vous voulez dire quelque chose, Gérald. Ébahi et pas tant ébahi que ça, puisque les radiologues, par exemple, qui interprètent les mammographies, quand on les met face à des machines, la machine, et notamment une machine d'interprétation et d'intelligence artificielle, est capable de faire aussi bien, même mieux que des lectures d'êtres humains, de médecins à humains. Donc c'est probablement une des voies de recherche et de modernisation en médecine. Il y a des secteurs aujourd'hui où la machine est meilleure que l'homme. Bien évidemment, mais ça fait longtemps que les machines calculent mieux que nous, plus rapidement. Ça fait longtemps qu'au jeu d'échecs, les machines l'emportent sur les champions du monde. Et donc, sur des tâches particulières, je crois qu'il faut insister là-dessus. La machine n'est pas capable d'elle-même, tout d'un coup, d'être meilleure partout. Ce n'est pas un double de nous-mêmes, mais sur des tâches précises, elle est meilleure et ça nous permet à nous d'être meilleurs. Et je crois que c'est important. C'est une question de collaboration entre l'homme et la machine. Et c'est bien sûr ce qui, de ce point de vue-là, est très stimulant dans cette discipline. Ça, c'est la vision optimiste des choses, mais je vais vous citer le scientifique Stephen Hawking, très réputé. Le développement d'une intelligence artificielle peut signifier la fin de l'espèce humaine. Une fois que les humains auront développé une intelligence artificielle, elle va prendre son envol et se reconstruire elle-même à un rythme toujours plus rapide. Les humains, limités par la lente évolution biologique, ne pourront pas suivre.
et seront remplacés. On ferme les guillemets, mais là c'est Frankenstein dans la vraie vie là. Effectivement, il y a eu des déclarations, entre autres de Stephen Hawking, de Bill Gates, d'Elon Musk l'an dernier, disant que les machines allaient prendre le pouvoir, qu'il allait y avoir une autonomisation de la technique. Moi, je n'y crois pas. Je pense que l'homme est libre. Je pense que la technologie ne nous tombe pas sur la tête comme le ciel chez les Gaulois. Je pense qu'il y a toujours la possibilité de la transformer. Ce qu'il faut, c'est la connaître, c'est la faire connaître, et c'est qu'il y ait des choix collectifs sur ce que l'on va faire avec la technologie. Je crois que c'est très important. Il ne faut pas démissionner. Il faut l'apprendre à nos enfants, l'apprendre nous-mêmes, Et la l'adopter. comprendre. Et je crois que dans un pays comme la France, ce qui est important, c'est de ne pas être simplement des consommateurs de la technologie, être des acteurs de la technologie. Plus que jamais, c'est le défi, je crois, qui nous est lancé et qui doit être lancé à tout le monde. Pour finir, qu'est-ce qu'un robot ne pourra jamais faire à la place d'un humain ? Alors ça, on ne sait pas ce qu'un robot ne pourra jamais faire. On est capable de dire un robot est capable de faire telle chose. On est capable de dire aujourd'hui un robot ne se fait pas telle chose. Il y a quand même une chose difficile à faire pour un robot, c'est rire, même si on a des ersatz de rire. Merci beaucoup Jean-Gabriel Ganassia. Je rappelle que vous êtes professeur d'informatique à l'université Pierre et Marie Curie et auteur de L'intelligence artificielle, publié et écrit par un humain aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci, bonne journée. Europe